22 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Suite donc de concertation nationale sur les questions de santé, le ministre de la Santé qui poursuit sa tournée dans les différentes régions de l'intérieur. Et au Libéria, les Libériens donc vont consolider donc la paix. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Après Obok, c'est au tour de la ville blanche de Tadjoura d'accueillir la délégation ministérielle comprenant le ministre de la Santé, Dr Jama Ilmi Okiye, et le ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, en vue de participer à la concertation nationale sur la santé. Ali Abdillahi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ali. Alors Ali, que vise donc le ministère de la Santé à travers cette concertation? Est-ce un dialogue interactif et participatif? Eh bien, bonsoir à vous. En effet, Ahmed, c'est dans le cadre de cette concertation nationale que le ministre effectue cette tournée dans les régions de l'intérieur pour s'enquérir des aspirations, des besoins et des préoccupations des habitants de la ville blanche, en l'occurrence celle de Tadjoura. Dans le domaine de la santé, les deux ministres sont arrivés donc par bateau à Tadjoura et un accueil donc enthousiaste leur a été réservé par les autorités locales et la population. Le préfet Abdul Malik Mohamed Bonouita, le président du conseil régional Omar Hussein, ainsi que les notables étaient donc à la tête des personnes venues souhaiter la bienvenue à la délégation ministérielle. Pour nous focaliser du ministère de la Santé, qui a donc pris ensuite un bain de foule, serrant plusieurs mains, c'est dans une ambiance de fête que s'est déroulé cet accueil donc à l'escale de Tadjoura, puis à proximité du siège du conseil régional. Au cours d'un discours prononcé pour la circonstance, le ministre de la Santé, Dr Jama Ilmi Okiye, a rappelé l'objectif de cette rencontre avec la population qui consiste donc à recueillir les propositions, les besoins, les doléances ainsi que les inspirations des représentants de la société civile de la ville blanche en matière de santé. Plusieurs personnalités et notables de la région ont posé leurs questions qui traitaient donc à l'accès aux besoins et aux soins et d'une large couverture de la population locale, de la disponibilité des médicaments et de la facilitation des évacuations sanitaires pour les cas graves. Le ministre de la Santé, Dr Jama Ilmi, a apporté donc des éclaircissements sur toutes ces questions, expliquant en profondeur les grandes lignes de la politique sanitaire menée par le gouvernement. Le ministre a indiqué en outre que toutes les doléances exprimées serviront de matrice pour l'élaboration et la programmation des perspectives de développement sanitaire que tiendra donc compte des spécificités de la région. Le ministre a également rappelé que la mission principale de son département émane des directives données par le président de la République, Ismaël Marguelé, qui donc se soucie du bien-être de ses concitoyens sur toute l'étendue du territoire national. Le préfet de la région, Abdul Malik Bonouita, et le président du conseil régional ont pour leur part donc salué cette initiative de ce débat ouvert et constructif sur la santé de la population djiboutienne. Merci Ali. Donc ce débat sur les besoins en matière de santé qui permet donc de dégager un large consensus afin d'améliorer les prestations sanitaires répond aux préoccupations du ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Il a indiqué que d'autres départements ministériels vont s'approprier cette approche qui au final renforcera le processus de décentralisation et tendra également à améliorer les conditions de vie des Djiboutiens partout où ils se trouvent. Nous l'écoutons. Vous remercier pour avoir répondu présent pour participer à cette importante rencontre de réflexion qui est vraiment centrée sur la thématique de la santé. C'est une initiative importante. Cette initiative a été déjà lancée hier dans la région d'Obok. Aujourd'hui, en partenariat avec le ministère de la décentralisation, nous sommes en train de lancer sur Tadjoura et on espère très rapidement couvrir jusqu'à la région d'Ikil, Arta et Ali Sebier. Donc c'est une très bonne occasion, je l'espère, c'est une occasion pour vraiment discuter dans une bonne intelligence. Donc il n'y a pas plus meilleur qu'une face-face positive. Donc vraiment c'est un dialogue qui va directement dans l'esprit de la décentralisation. Il faut la réactivité,
proactivité de la population parce que vraiment c'est très important. L'occasion est là et j'espère qu'on va rester d'une façon intelligente dans la thématique de la santé. Et je vais un petit peu rapidement, avant de céder le micro à mon collègue, je vais introduire le sujet en langue afar. Et le ministre de la Santé, Dr Jammeh El-Mouakiye, a rappelé donc que ces rencontres citoyennes ont pour objectif fondamental d'être à l'écoute des demandes des populations et de leurs attentes en matière de soins. Le ministre a poursuivi son allocution en rappelant les perspectives qui seront mises en œuvre par son département pour la région de Tadjoura. Nous écoutons le ministre. Comme vous le savez, le département de la Santé a entrepris une consultation massive et nationale en commençant dans la région d'Obok, aujourd'hui Tadjoura. Nous allons poursuivre dans les autres régions en collaboration avec le ministère délégué à la décentralisation. Cela s'inscrit dans la feuille de route du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a, chaque jour, nous a motivés, nous a donné les instructions de nous rapprocher de la population et du peuple, puisque c'est pour eux qu'on travaille. Le service qu'on offre ou les différents départements que nous sommes responsables, ce sont des départements qui doivent servir la population. Plus principalement, les départements sociaux, que ce soit la jeunesse sport, l'éducation et surtout la santé. Si jamais j'essaye de vous rappeler quelques points dans lesquels nous avons discuté la dernière fois, vous m'avez questionné sur l'hôpital régional de Tadjoura. Donc, je n'ai ménagé aucun effort. Moi, le préfet de la ville de Tadjoura, le président du conseil régional de Tadjoura, le ministre de la décentralisation, nous avons maintes reprises appelé le ministre des Affaires étrangères pour demander d'appuyer au niveau de la Chine pour que l'hôpital puisse être la première priorité des constructions. En ce sens, nous avons de très bonnes nouvelles. Récemment, nous avons envoyé mon secrétaire général avec la délégation chinoise pour qu'il puisse revisiter le site, voir le sol, comment il est, pour pouvoir lancer au niveau de la Chine l'appel d'offres de la construction de l'hôpital. Il y a aussi bientôt une unité mère et enfant qui va être construite. Pourquoi mère et enfant? Parce que vous savez, le maillon le plus important de la société djiboutienne, c'est la maman. Ils nous ont demandé de mettre à Dora en ambulance. Mais nous avons mis une ambulance, mais aussi nous avons mis un médecin. Après avoir octroyé 4 véhicules la dernière fois, avec le véhicule qui est de cimetière, mais nous avons octroyé 4 autres, 2 ambulances, 1 équipe mobile et 1 pour la fumigation. Nous voudrions savoir comment travaillent ces matériels. Travaillent-ils bien? Est-ce qu'ils sont au service de la population? Mais en plus, je voudrais vous dire que nous allons octroyer une autre ambulance de plus à Tadjoura, neuve, et nous allons octroyer un autre véhicule d'équipe mobile nouveau pour la deuxième axe. Donc 2 nouvelles voitures viendront très vite à Tadjoura. En plus, lorsque j'ai discuté avec les mamans, ils m'ont dit qu'ils ont un problème. Dès qu'ils ont besoin d'une césarienne, ils doivent aller soit à Tadjoura, soit à Obok. Dans ce cas-là, nous allons octroyer, dès demain matin, il y a un gynécologue qui va venir et qui va rester sur Tadjoura. J'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de problèmes dentaires au niveau de Tadjoura. Donc nous avons dépêché un dentiste qui doit rester ici avec les autres médecins. Le matériel est commandé et bientôt le matériel arrivera aussi très bientôt. Cela sont quelques mesures prises par le département, mais lorsque l'hôpital régional va voir le jour, il aura toutes ses spécialités comme celui de Djibouti ou d'Ali Sabieh. Et visite honorifique et respectueuse des traditions coutumières, le ministre de la Santé, Dr Jammeh El-Mouakiye, n'a pas manqué d'aller saluer le sultan de Tadjoura, Abdelkadir Ahmed. Il a été accompagné par le ministre délégué à la décentralisation, M. Aramis, et le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta. Le sultan étant de son côté entouré des sages de la ville blanche, dont le chef du village, Mohamed Barkhat Siraj, des membres du conseil des sages ou Miglis, ainsi que des parlementaires et des élus locaux. Au cours de cet entretien, le ministre de la Santé a expliqué
expliqué au sultan de Tadjoura les raisons de sa venue à Tadjoura et les objectifs recherchés au cours de la conférence débat organisée dans la matinée. Ce à quoi le sultan de Tadjoura a répondu qu'il se réjouit d'une telle initiative. Donc Ali s'étant donc en sa qualité de membre du comité exécutif et secrétaire national en charge de la société civile du parti du Rassemblement populaire pour le progrès, Dr Jama Ilmi Okiye, donc a engagé des discussions avec l'ensemble des responsables Ali locaux du mouvement politique, et ce à l'approche des échéances donc électorales de 2018 où des législatives auront lieu. Eh bien, pour être clair sur ces sujets, Ahmad, qui dit Tadjoura dit sultan. Donc c'est dans ce sens que le ministre de la Santé a effectué cette visite honorifique, vous l'avez dit, et respectueuse des traditions coutumières. Donc le ministre est allé à la rencontre de cette personnalité coutumière, la première donc personnalité dans la ville blanche. C'est dans sa casquette donc du secrétaire national du parti qui a voulu s'entretenir le ministre avec tous les cadres locaux du parti du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, et les responsables des 4 annexes qui composent la fédération de Tadjoura, à savoir l'annexe de Sagalou, de Ronda, d'Adaïlou et de Dora. Le ministre a voulu par la même occasion lancer donc un dialogue interne mené entre instances dirigeantes et bases du parti. Ce dialogue donc a ainsi été révigoré à l'image de l'université d'été et des rencontres citoyennes que le parti RPP a récemment tenues au Palais du Peuple. La réunion s'est tenue en présence du président de l'annexe de Tadjoura, M. Ali Mohamed Gadile. Le secrétaire national du parti, Dr Jama, a exhorté les cadres locaux à renforcer davantage l'enseignement et la transmission des principes fondateurs du parti RPP et des valeurs intrinsèques qui sont fondées sur des idéaux, on le sait, de patriotisme, de civisme et d'unité. Le secrétaire national du parti, Dr Jama, a appelé les responsables du parti à expliciter tous ces idéaux du mouvement politique à toutes les couches de la population et surtout donc les jeunes qui sont des électeurs aujourd'hui potentiels. Les présidents du comité de 4 annexes de la fédération du RPP se sont exprimés tour à tour pour apporter donc leur point de vue sur les actions à mener. Le secrétaire national a insisté sur le rôle de chaque cadre local en vue donc de défendre ces principes cités donc précédemment du parti et qui œuvrent pour l'unité nationale, la sauvegarde du dialogue, la cohésion sociale et de l'harmonie. Pour défendre donc également les acquis de la politique socio-économique menée par le président de la République avec des chantiers qu'on les connaît, donc le port, les aéroports qui vont être en chantier bientôt, l'émergence d'une société djiboutienne épanouie, solidaire et égalitaire. Donc c'est la conviction donc menée par le ministre lors de cette rencontre. Et au cours donc de cet important échange, Ali, le secrétaire national du RPP, a donc noté les doléances des différents intervenants qui ne manquera pas également de transmettre au comité exécutif du parti. Et nous avons vu sur les images le président de l'annexe RPP de Tadjoura, Ali Mohamed Gadile, qui a remercié le secrétaire national pour ses bonnes intentions. Vous l'avez dit. Également dans l'actualité, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed Hassan, accompagné du directeur régional du FNUAP, Louaï Chabana, s'est rendu donc dans la localité de Douda, dans la région d'Arta. L'objectif donc de cette visite était de constater l'évolution de la mise en place du programme pour l'autonomisation des femmes, la protection des jeunes filles contre les mutilations génitales féminines, les mutuelles communautaires ainsi que le planning familial afin de protéger leur santé et promouvoir leur émancipation. Et cette cérémonie donc a vu la participation, outre de la ministre et du directeur régional, des habitants de la localité des Douda et des élus locaux. Ils ont remercié tous donc la ministre pour ses efforts et son soutien envers les femmes. Et pour plus de précisions concernant ce programme de protection, écoutons donc les explications de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed.
Également dans l'actualité, le ministre du Commerce Hassan Ahmed Ibrahim a reçu hier une forte délégation yéménite conduite par le ministre du Commerce, Dr Mohamed Abdelwahid Al-Moutaimi. La délégation yéménite est en mission de travail à Djibouti en vue de renforcer les liens de coopération entre les deux pays voisins. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les voies et moyens de parvenir à la signature des accords commerciaux et maritimes ainsi que la promotion des investissements agricoles. La concrétisation de la signature de ces accords permettront de renforcer les relations historiques entre les deux pays. Le ministre du Commerce, Hassan Ahmed, a rassuré son homologue yéménite sur la volonté du gouvernement djiboutien d'œuvrer au renforcement des relations avec le Yémen. Il a émis le souhait également que le Yémen retrouve vite sa paix et sa sérénité. Et dans le cadre du projet mutuel communautaire, le ministère de la Femme et de la Famille a lancé officiellement des cours de soutien en faveur des enfants des familles vulnérables. Ces cours dédiés aux enfants des familles pauvres se dérouleront dans les CDC, plus particulièrement dans le CDC de Quartier 7, Hadjdidé, la cité Al-Hiba, CDC de PK12 et enfin de Wahledaba. L'objectif principal étant d'aider et d'accompagner ces enfants des familles vulnérables dans leur cursus scolaire pour qu'ils trouvent les mêmes opportunités que les autres enfants. Cette cérémonie de lancement officiel de cours de soutien en faveur des enfants des familles vulnérables a été présidée par le conseil technique de la ministre de la Femme et de la Famille. qoysaska ay hantoodu ay yar tahay ee gala kartigan waxdaba in naga taageero xagga ubadka gaar ahaan kuwa dugsiyada fasalada hoose primairka dhigta annaku ma haysana beedaheen maaliyad amba kharash aan kaga bixino carruurteeda. Le ministère de la Femme et de la Famille ont rappelé dans une interview qu'ils nous ont accordé l'importance de ce programme de soutien pour les enfants issus des familles vulnérables. Nous les écoutons. Le ministère de la Femme et de la Famille lance aujourd'hui le démarrage d'un projet de cours de soutien pour l'année 2017 et 2018. C'est un projet qui a vu le jour l'année dernière lors de la célébration de la Journée nationale de l'enfant le 20 novembre 2016. Le ministère avait initié ce projet pilote, comme je l'avais dit tout à l'heure l'année dernière, au niveau des quartiers 7. Et cette année, nous avons élargi sur 4 nouveaux sites, à savoir Hadjdidé, Al-Hiba, Wahledaba et PK12. Ces programmes consistent à appuyer les enfants des familles les plus nécessitées suite à la demande des mères des familles qui ont sollicité Madame la Ministre pour cet appui. Les activités de célébration de la Semaine nationale de l'enseignant se poursuivent dans les différents établissements du pays. Après les écoles de Balbala 3, Balbala 9, Toul-Osbo, Annexe 3, Quartier 7 bis, CEM de Rodan 2, la fête battait son plein aujourd'hui dans plusieurs établissements, à commencer par les écoles de Hayablé, Doglé bis, Guélé Batal, CEM de Sharaf, CEM de Fukuzawa et CEM de Gabaud 1. Et conformément au thème de l'année, une école intelligente, des enseignants autonomes et innovateurs, les enseignants font preuve d'imagination pour célébrer à leur manière la semaine qui leur est dédiée. Au CEM de Fukuzawa, les enseignants avaient l'âme poétique et lyrique. Ils ont déclamé des vers bien sentis pour sonner la mobilisation et rendre hommage aux plus beaux et aux plus nobles métiers du monde. L'occasion pour les officiels venus participer à la fête, chef des services des langues nationales, qui a saisi l'occasion pour saluer le travail des enseignants dans leur établissement. Et dans le même temps, une seconde délégation s'est rendue successivement dans les établissements du CEM de Gabaud 1 et de l'école de Guélé Batal. Et dans chaque établissement, la délégation a reçu un accueil chaleureux et ensuite les officiels ont pris le temps d'échanger avec les inspecteurs des inscriptions, des circonscriptions, les chefs d'établissement et les enseignants à la fois sur le thème et les activités prévues à l'occasion de la journée. À noter que la journée fut riche en activités avec au menu des animations culturelles, des sketchs, des danses modernes et des poèmes déclamés en l'honneur et à la gloire de l'enseignant. Mais aussi la lecture également de lettres du ministre Moustapha Mohamed par
par les enseignants dans les différents établissements. Et durant toute la semaine allant du 5 au 12 octobre, les différentes circonscriptions de l'enseignement de base ainsi que les établissements des niveaux moyens et secondaires poursuivront leur célébration en présence des officiels et des hauts cadres et responsables du MENFOP. Direction le sud avec Dikil dans la journée du lundi 9 octobre. La semaine nationale de l'enseignant a été également célébrée dans la région, à l'instar des autres régions. La célébration donc de cette journée a eu lieu dans le plus grand donc, école primaire de Dikil appelée Saïd Abdo, connue sous le nom de Dikil 1. En prit part à cette cérémonie dédiée aux enseignants, l'ensemble du corps enseignant de la région de Dikil ainsi que les autorités locales comme le préfet, le président du conseil régional, les conseillers techniques, les responsables du service déconcentré, des UCAL ou des ulama. Au menu donc de cette cérémonie des danses culturelles, des sketchs présentés par les élèves de Dikil 1, des poèmes en français et en langue locale présentés par les enseignants. La liberté d'enseigner et de l'innovation. Le ministre de l'Éducation nationale, dans le cadre de la politique mise en place par le chef de l'État, a axé normalement sur l'innovation, comme vous l'avez dit, dans l'enseignement et sur la qualité de l'enseignement. J'aimerais rendre un vibrant hommage aussi à monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui est aussi un enseignant, et qui fête avec vous cette grande journée. J'aimerais adresser aussi toutes mes vives remerciements à la délégation qui nous a été envoyée par le ministre de l'Éducation nationale. À vous les instituteurs et institutrices, à vous les professeurs, à vous les conseillers pédagogiques, enfin à tous les personnels enseignants dans sa diversité et sa richesse. Je veux que vous sachiez que la République vous est reconnaissante et vous honore pour votre dévouement à la cause commune. Sachez que la République vous a confié ce qu'elle a de plus précieux pour sa pérennisation et son développement. La célébration de la semaine de l'enseignant témoigne l'intérêt suprême que le gouvernement porte à l'endroit des enseignants, parce qu'ensemble, nous pouvons bâtir une nation forte et indivisible, conformément bien sûr à la vision clairvoyante de notre chef de l'État, Son Excellence M. Ismaël Marguele, le porte-flambeau de notre chère nation. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le médiateur de la République, Dr Kassim Issa Ousmane, accompagné donc de ses proches collaborateurs, s'est rendu ce matin à la préfecture de la région d'Arta, où il a été donc accueilli par les autorités ainsi que les chefs coutumiers de la localité. Après donc les avoir remerciés pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé, le médiateur s'est attelé donc à expliquer à l'assistance l'objet de son déplacement, qui consistera désormais à délocaliser les activités de la médiature vers les régions de l'intérieur, ce qui correspond à l'accompagnement de la politique de décentralisation initiée par le président de la République et évitera aussi les déplacements souvent coûteux des plaignants vers la capitale. Les responsables administratifs ainsi que les chefs coutumiers ont félicité donc et remercié le médiateur pour cette initiative et se sont engagés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l'assister. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment au Libéria avec Asma Ouaker. Bonsoir Asma. Donc au Libéria, les favoris donc dans l'élection présidentielle s'affrontent donc pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf. Oui, effectivement, plus de 2 millions de Libériens ont voté aujourd'hui pour désigner le successeur d'Ellen Johnson, première femme élue chef d'État en Afrique. Parmi les 20 candidats sur la ligne de départ, 7 se détachent. Alors qui succédera à Ellen Johnson à la tête du Libéria depuis 12 ans et première femme à présider aux destinées d'un État africain depuis les indépendances. Eh bien, 20 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle devant enraciner la démocratie dans un pays encore meurtri par la guerre civile. Mais Asma, alors quand est-ce que les résultats seront connus? Eh bien, les résultats du premier tour devraient être connus dans les 48 heures après le vote.
C'est selon la commission électorale qui s'attend donc à un second tour, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour, une hypothèse donc peu probable, avec ce casting haut en couleur mêlant ex-stars de football, anciens chefs de guerre, dinosaures politiques, milliardaires et reines de beauté. Et nous allons nous rendre donc aux États-Unis où les pirates russes ont dérobé Asma des secrets cybernétiques américains de la NSA. Et si cela est vrai, cette opération pourrait être considérée comme l'une des violations sécuritaires les plus importantes de la sécurité des États-Unis à ce jour. Oui, des pirates travaillant pour le gouvernement russe ont dérobé des secrets cybernétiques américains hautement classifiés de l'Agence nationale de sécurité en 2015, après qu'un agent contractuel ait mis des informations sur son ordinateur personnel. C'est ce qu'ont annoncé jeudi deux journaux, tels que l'avait initialement rapporté The Wall Street Journal, citant des sources non identifiées. Le vol comportait des informations sur les réseaux informatiques étrangers entrants et la protection contre les cyberattaques et est susceptible d'être considérée comme l'une des violations de sécurité les plus importantes à ce jour. La NSA a refusé de commenter en précisant la politique de l'agence de ne jamais faire de commentaires au sujet de nos affiliés ou des problèmes du personnel. Mais à ce moment, donc, tout ceci n'est que pure hypothèse et supposition. Quelles seraient les conséquences si ces vols par les Russes de secrets cybernétiques américains s'avéraient véridiques? Eh bien, il faut savoir que si cela a été confirmé, Ahmed, ce piratage marquera le dernier d'une série de violations des données classifiées de l'agence secrète du renseignement, incluant les fuites des données du 2013 sur les programmes de surveillance US, donc classifiés, qui furent divulgués par le contractuel Edward Snowden, un autre agent contractuel, Harold donc Martin, attend son procès pour des accusations selon lesquelles il avait emporté chez lui des documents classés de la NSA. Le Washington Post a signalé que Martin n'était pas impliqué dans ce nouveau cas de divulgation. Et enfin, Asma, nous allons parler santé. 3/4 donc du miel que nous consommons est contaminé par des pesticides. C'est une étude inédite qui montre donc qu'une grande majorité des miels produits dans le monde sont désormais contaminés par les insecticides de la famille des néonicotinoïdes qualifiés de tueurs d'abeilles, Asma. De la fleur au miel que nous consommons, c'est toute la chaîne alimentaire qui est affectée par ces pesticides, y compris nos organismes qui contiennent un mélange de substances toxiques à l'origine de l'effet cocktail. Les insecticides de la famille de néonicotinoïdes sont les pesticides les plus largement utilisés à travers le monde et occupent les tiers des parts de marché des pesticides répandus essentiellement sur les grandes cultures maïs, colza, betterave. Et par quel procédé, Asma, ces abeilles sont-elles contaminées par ces produits chimiques? Ces produits chimiques affectent les pollinisateurs, comme les abeilles qui exploitent le nectar des fleurs pour produire le miel que nous consommons ensuite. Au-delà donc des abeilles, ces pesticides insecticides touchent les invertébrés terrestres et aquatiques, mais aussi les vertébrés et bien sûr nous-mêmes. Merci Asma pour toutes ces précisions. Et pour clore cette édition, pendant 2 semaines, des milliers de femmes palestiniennes et israéliennes ont traversé le désert pour la paix. Elles sont arrivées dimanche à Jérusalem, habillées donc de blanc, où elles ont dressé sur les rives de Jourdain une tente de la paix. La marche organisée par le mouvement Women Wage Peace, les femmes font la paix. Nous devons trouver un compromis politique. Nous devons changer le paradigme qui nous a été enseigné depuis 7 décennies. On nous a appris qu'il n'y a que la guerre qui nous apporterait la paix. Nous n'y croyons plus, a dit donc cette femme. Il a été prouvé que c'était faux. Elle s'appelle donc Viviane Silver, qui abrite un kibbutz près de la frontière entre Israël et Gaza. Le mouvement Women Wage Peace, les femmes font la paix, a été lancé après la guerre de Gaza en 2014 et qui a coûté la vie à plus de 2000 Palestiniens et 73 Israéliens. C'est la première fois donc que les femmes haussent le ton et demandent la paix, car elles en ont besoin. Elles ont besoin de paix pour le futur de leur propre pays. Je soutiens ce mouvement car il me semble qu'il a un large écho dans la société israélienne, a assuré donc Houda, palestinienne de Hébron, qui est l'une des organisatrices. Le mouvement veut créer un parlement de femmes pour rappeler aux dirigeants palestiniens et israéliens que les accords de paix doivent être une priorité. Et c'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.